François Gemène, bonjour. Vous avez un CV de 85 pages, mais en bref, vous êtes professeur à Sciences Po à Paris et à l'Université de Bruxelles, chercheur à l'Université de Liège, où vous dirigez l'Observatoire Hugo, le premier observatoire sur les migrations environnementales, et vous êtes membre du GIEC, le célèbre groupe d'experts sur le climat. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des langues de chat, parce que vous ne parvenez pas à tenir votre langue, vous avez un avis sur tout et vous voulez le donner. Un chercheur, ça ne doit pas avoir un devoir de réserve? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas favorable à cette idée du devoir de réserve pour les chercheurs. Quand vous travaillez sur un sujet qui est très important dans les débats publics, que ce soit la question du climat, que ce soit la question de l'immigration, je pense que vous avez le devoir d'informer ces débats publics. Ça ne veut pas dire d'être forcément partisan, mais par contre, vous avez le devoir de vous impliquer, je crois, dans ces débats et d'essayer de voir comment vos recherches, comment la science peuvent informer les débats publics et aider la société à prendre de meilleures décisions. Si vous êtes climatologue, par exemple, vous ne pouvez pas rester derrière vos modèles climatiques, regarder les températures qui augmentent et vous dire « il ne faut rien faire ». Bien entendu, vous allez devoir communiquer ces résultats. Et donc, je ne pense pas du tout que le chercheur ait un devoir de neutralité. Un chercheur doit être honnête, pas neutre. Donc ça ne décrédibilise pas vos recherches. Par exemple, sur la question de la migration, vous venez de publier Au-delà des frontières avec Pierre Verberon de Médecins du Monde. On sent très bien dans ce livre que vous êtes un homme de gauche. Les frontières, par exemple, vous dites il faut les ouvrir. Bien entendu. Moi, je suis de longue date un militant de l'ouverture des frontières. Pas juste pour l'ouverture des frontières, mais parce que je pense que c'est la solution la plus rationnelle, la plus pragmatique et la plus juste aussi face aux défis des migrations qui attendent notamment l'Union européenne. Mais vous sentez bien que politiquement, ce n'est pas acceptable. Alors vous proposez une espèce de loterie pour les migrants. C'est quoi ça? Bien entendu, je ne suis pas naïf non plus et je sais bien qu'aucun député européen, aucun commissaire ne va proposer l'ouverture des frontières du jour au lendemain. Et donc, comme, effectivement, on ne peut pas accueillir tous ceux qui voudraient venir en Europe, je pense que pour éviter la noyade et le drame humanitaire qui continue encore aujourd'hui en 2019, il nous semblait plus juste d'instituer un système de loterie comme ça existe aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une idée totalement nouvelle, ça a déjà été testé, pour au moins permettre à certains de venir dans des conditions sûres et légales et de ne pas devoir prendre les bateaux. Alors, vous publiez beaucoup. Vous venez de publier également l'Atlas de l'Anthropocène. Anthropo quoi? Ça veut dire quoi, ce mot-là? Alors, c'est un terme un peu compliqué, j'imagine que certains téléspectateurs n'en ont pas encore entendu. En fait, c'est plus simple que ça n'en a l'air. L'Anthropocène, c'est une nouvelle période géologique dans laquelle nous sommes entrés. Et cette période géologique, elle est caractérisée par le fait que nous, humains, sommes devenus les principales forces de transformation de la planète. C'est-à-dire que dans les roches, dans les couches sédimentaires de la planète, on peut désormais voir, selon les géologues, l'empreinte humaine. Et donc, l'Anthropocène, c'est en quelque sorte l'âge des humains, l'âge où les humains ont transformé la planète. Mais alors, savoir que nous sommes dans l'Anthropocène, que l'homme est le facteur le plus important dans la modification de la planète, ça sert à quoi, à part nous culpabiliser? Ça sert surtout à nous faire voir l'environnement autrement. On a toujours considéré, au fond, que la Terre et le monde étaient deux choses séparées, que la Terre était régie par les lois des sciences naturelles, physique, biochimie, et puis qu'à côté, il y avait le monde, l'organisation politique et sociale de la Terre. L'Anthropocène, c'est nous forcer, quelque part, à considérer que les deux forment une même entité et que nous sommes avant tout les habitants de la Terre. Avant d'être citoyens d'un pays derrière nos frontières, nous sommes des habitants de la planète et les seules vraies frontières qui vaillent, ce sont les limites planétaires pour le climat, la biodiversité ou les pollutions. Alors, regardez cette photo, Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne. Est-ce qu'elle va répondre à l'enjeu de l'Anthropocène? Est-ce que vous lui faites confiance sur la question du climat? Elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste. Aujourd'hui, quel est le grand défi sur lequel on va attendre l'Union européenne? Il y a bien entendu la question des migrations et de l'asile, mais il y a surtout, et j'ai envie de dire, le climat. C'est le grand défi de l'Union européenne. C'est là où l'Europe doit véritablement montrer son leadership. Elle l'avait il y a quelques années, il y a encore 10 ou 15 ans. Elle l'a perdu, notamment suite à des dissensions internes. Je pense que c'est vraiment sur le climat qu'on peut reconstruire un vrai projet politique européen et redonner aussi aux citoyens cette envie d'Europe, leur faire voir où est le projet politique. Certains disent qu'on est déjà sorti de route, en quelque sorte, que c'est déjà trop tard. Sont clairs. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on parvient à maintenir la voiture sur la route ou pas. La sortie de route, elle est déjà là. La question, c'est de savoir si on parvient à limiter le nombre de tonneaux. Et c'est là où, effectivement, on va avoir besoin d'un projet politique qui ne fasse pas de la lutte contre le changement climatique une contrainte, mais au contraire un vrai projet politique aspirationnel. Et de l'argent, donc. Et aussi de l'argent, parce qu'on sait bien, quelque part, le monde vers lequel on ne veut pas aller, c'est le monde décrit dans les rapports du GIEC, on n'a pas encore de vision très claire du monde vers lequel on devrait aller. Et c'est là, je pense, que la Commission européenne est attendue au tournant, sans Mais jeu de mots. qui doit faire quoi, selon vous,
c'est le politique qui doit agir, ce n'est pas les industries, en tout cas ça doit être en coordination avec le politique, ce n'est pas les citoyens en priorité. Le problème aujourd'hui, c'est que le politique est en retard, est à la remorque des citoyens, et singulièrement des jeunes, est aussi en retard par rapport au marché et par rapport au développement industriel. Le politique, je pense, doit retrouver son rôle moteur, notamment son rôle de régulateur, ne doit pas hésiter à imposer des régulations aux entreprises, qui d'ailleurs peuvent tout à fait les accepter pour autant qu'elles soient stables et équitables. Et donc on a une vraie crise démocratique, je crois, qui vient du fait que le politique se place à la remorque et donc fait peser le poids de la transition écologique sur les épaules des citoyens, ou sur celles des entreprises qui vont essayer d'échapper à la contrainte. Le politique doit retrouver ce rôle moteur. En fait, ce sont les jeunes qui sont descendus dans la rue pour le climat un peu partout en Europe, notamment en Belgique, mais aussi en France, en Suède, qui ont secoué le monde politique. Pour moi, c'est la grande victoire de ces mobilisations des jeunes, c'est d'avoir réussi à faire passer la question du climat, je dirais, de la sphère un peu technique, scientifique dans laquelle elle était confinée, vers le centre des débats publics. Aujourd'hui, la question du climat, c'est un vrai enjeu politique, c'est un vrai sujet de débat public. Pour moi, c'est la grande victoire de ces mobilisations et c'est quelque part le signe aussi, je pense, d'un renouveau politique qui est plutôt réjouissant. Des manifestations pacifiques, mais certains pensent qu'elles pourraient se radicaliser. Quel est votre avis ? Effectivement, je pense qu'il y a un risque de radicalisation. S'il n'y a pas une réponse politique forte, à la hauteur des enjeux, à la hauteur des attentes, effectivement, le risque est que certains basculent vers l'action violente ou deviennent de plus en plus radicaux. Aujourd'hui, il y a une pression très forte qui est exprimée par les jeunes, par la population, aux politiques d'y répondre. Et si le politique n'y répond pas, alors c'est là où ça peut déraper. Alors, François Gemenne, une petite question qui pique, mais n'ayez pas peur, ça ne pique pas très fort. Est-ce que vous prenez la rose ou la bleue ? Je vais prendre la rose. La rose, et vous la lisez à haute voix, et vous répondez en 1 minute. Avez-vous vidé votre compte en banque ? Je le vide, en fait, presque malgré moi. Ma banquière peut témoigner que je suis à découvert à peu près tous les mois et nous avons d'ailleurs de longues conversations pour savoir comment je peux régler cette question des découvert. Mais on vous pose la question parce que vous avez donné conseil aux citoyens de vider leur compte en banque. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens me disent, vous savez, moi j'ai renoncé à prendre l'avion pour les vacances, on est parti en train, ou moi je fais mes déplacements vélo, j'achète des fruits et des légumes de saison. Tout ça est très important et tout ça est nécessaire. Je ne veux pas minimiser l'importance de ces changements de comportement. Mais ce que les gens ignorent, c'est que la plus grosse partie de leur empreinte carbone, souvent, c'est leur épargne. Et l'épargne dans les établissements bancaires classiques continue à financer largement les énergies fossiles. On consacre à ce financement 6,5% du PIB mondial. On ne parviendra pas à enclencher la transition énergétique tant qu'on continuera à surfinancer les énergies fossiles. Mais par contre, j'admets que j'ai toujours un prêt hypothécaire dont je ne parviens pas à me défaire et donc certains sont effectivement coincés par certains produits bancaires. Vous avez réussi votre pari. Réponse en 1 minute. Merci François Gemenne d'être venu au Bar de l'Europe. Merci Benjamin. Et ne tirez pas la langue. Je vais prendre une langue au chasse.